Oui, bonjour, Thierry Delessert, je suis chercheur senior FNS à la section d'histoire et mes travaux ont principalement porté sur l'histoire de l'homosexualité en Suisse. Oui, bonjour, Martha Roca Escoda, je suis maître d'enseignement et recherche au Centre d'études genre de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne et mes recherches portent sur la reconnaissance de l'homosexualité en Suisse. Alors les prémices de la revendication d'un mariage homosexuel remontent en fait dans les années 60. Il s'agissait d'une stratégie des mouvements homophiles d'obtenir une bénédiction religieuse dans un premier temps, donc ils approchent les églises pour demander une bénédiction religieuse de leur mariage, de telle manière à obtenir des droits civils. Donc en fait c'est une histoire, quand on la regarde de près, qui est d'assez longue durée. Alors la loi sur le partenariat enregistré qui rentre en vigueur en 2007 a été conçue et pensée par le législateur comme en marge du droit civil destinée à préserver l'exclusivité hétérosexuelle du mariage. Donc la loi sur le partenariat enregistré institue en fait un couple et pas une famille, raison pour laquelle la PMA et l'adoption sont interdites. Et par rapport à la poussée de l'UDC dans sa crainte qu'il y aurait des partenariats blancs et donc une forme d'invasion étrangère liée à des faux partenariats, l'idée de naturalisation moins facilitée a été introduite pour faire plaisir à l'UDC. Alors, notre recherche que nous avons menée avec Martha, qui va paraître l'année prochaine, début de l'année prochaine, au Savoir Suisse, montre bien qu'en fait, 2013, c'est au contraire vraiment une année tournant. Parce qu'en 2013, est accepté par le Parlement d'entrer en matière sur la modification du droit de l'adoption, qui rentre en vigueur en 2018. En 2013, initiative parlementaire Mathias Renard, pour introduire l'homophobie dans le code pénal, qui rentre donc accepté par le peuple en 2010, et fin 2013, à la surprise un peu générale des militants de l'époque, les Verts libéraux déposent cette initiative parlementaire. Donc, vu la complexité du débat parlementaire, de législateurs en Suisse, dans le fond, c'est d'abord adoption qui a été mise sur la table, parce que ça risquait d'être éventuellement rejeté par un référendum, homophobie, qui a été d'ailleurs convoqué par un référendum par la même UDF, et ensuite le mariage a été mis sur la table. L'état actuel de la législation, la loi sur le partenariat enregistré a été modifiée, donc autorisant l'adoption interne, mais pas l'adoption conjointe. Il faut bien voir que l'adoption a été modifiée d'abord pour répondre aux problématiques des familles recomposées ou des concubins hétérosexuels, et par extension a été accordée aux couples de même sexe. Naturalisation facilitée. Bon, ben voilà, au contraire, la naturalisation a été durcie du côté des couples mariés. Donc, dans le fond, il y a un pied d'égalité, mais parce qu'en fait, il y a eu un retour en arrière, sous la poussée du décès, toujours, cette peur de l'Überfremdung. Et ben là, on a quand même un dispositif contre l'homophobie qui a été accepté. Et on verra bien, on mènera le mariage. Donc, avec l'ouverture du mariage pour le couple de même sexe, ça serait mettre sur un pied d'égalité avec les couples mariés. Donc, tout simplement, c'était vraiment avoir tous les droits, mais aussi les devoirs qui sont accordés à un mariage. Et donc, un mariage que pour le moment est exclusivement hétérosexuel, mais comme on a vu, le législateur a pu réinterpréter la doctrine et l'article constitutionnel, c'est nulle part écrit que c'est un homme et une femme, donc que ça soit être seulement de nature hétérosexuelle, même si auparavant, le législateur, si on se resitue aux années 90, à la fin des années 90, un plan de débat sur le partenariat enregistré fédéral, c'est vrai que l'interprétation du législateur, c'était de dire que selon la tradition, le mariage, c'était l'union d'un homme et une femme, mais on voit très bien avec cet exemple que le droit n'est pas un droit naturel, il n'est pas un droit divin, c'est un droit social, c'est un droit qui change avec les périodes historiques. Donc, actuellement, en 2021, on peut se réjouir qu'en vue du contexte social actuel et aussi culturel,
le mariage peut aussi être considéré, comme le font beaucoup de pays, d'autres pays, comme l'union aussi de deux personnes du même sexe. La question du bien-être de l'enfant, c'est une question très perverse, je peux le dire comme ça, parce que déjà, elle est actuellement, ça me dérange un peu d'intervenir là-dessus, parce qu'actuellement, cette question de mettre l'enfant au centre, elle a été vraiment mise en avant ces dernières semaines par les opposants au mariage pour tous et toutes. Disons que la question du bien-être de l'enfant, c'est une question notamment inscrite dans des conventions internationales, donc c'est une question juridique aussi, et c'est une question qui est très floue. Donc, elle peut être interprétée de différentes façons, et c'est exactement comme la question du mariage, la notion de mariage, l'essence du mariage change à travers de l'histoire. Donc, c'est vrai qu'aux années 90, par exemple, en Suisse, contrairement à d'autres pays, notamment, je pense, au Canada et à l'Espagne, au même moment, on avait les débats sur le mariage pour toutes et tous, donc il y a 20 ans en arrière, et en Suisse, en contexte suisse, les législateurs suisses, donc le Parlement suisse, estimaient que pour le bien-être de l'enfant, un enfant devait avoir un père et une mère. Tandis que dans d'autres contextes, à ce même moment, il y a 20 ans en arrière, ils disaient, les législateurs, les parlements disaient interprétaient, estimaient que pour le bien-être des enfants, parce que les enfants sont là, existent, et ils sont élevés dans des familles dont les parents sont du même sexe, et c'est des familles et des enfants qui se portent très bien, il fallait pour le bien-être des enfants que leurs deux parents soient reconnus. Et donc, on peut carrément, c'est un concept très malléable, malheureusement, politiquement parlant, et on peut l'interpréter avec les deux extrêmes opposés. Mais je dirais que le bien-être de l'enfant, tel qu'il est plus ou moins défini, ou très largement défini, mais des fois d'une façon très ambiguë dans les conventions internationales, c'est surtout aussi de dire qu'un enfant, il doit être élevé par des parents, dans l'amour, dans le respect, dans l'éducation, et aussi voilà, dans un cadre stable, à long terme. Et je pense que toute personne qui a un peu de sens commun et de bienveillance sait très bien que les enfants qui sont élevés dans des familles homoparentales, ils sont aussi tout à fait en sécurité. C'est exactement ce qui se passe. Et la seule insécurité qu'il y a en ces moments, c'est plutôt le fait que ces enfants n'aient pas deux parents reconnus juridiquement ou légalement. Voilà. L'impact de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe sur la procréation médicalement assistée, en fait, disons que le mariage, la loi donne pas plus de droits qu'avant, dans le sens que la loi de PMA, c'est une loi, le mariage, c'est un autre ordre juridique. Disons que on stipule juste que les couples mariés auront accès, ça on ne stipule pas, pardon, les couples mariés ont accès à la PMA avec donneur, non anonyme d'ailleurs, en Suisse, mais en fait, c'est parce que, disons que du moment que les couples des mêmes sexes pourront se marier, ils auront aussi droit à la PMA, donc c'est notamment les lesbiennes. L'impact qu'il y aura à niveau de chiffres ou de pratiques, on ne peut pas trop l'estimer à l'avance, mais je vais surtout souligner que la PMA, légale, j'ai dit ouverte ou pas ouverte pour les couples de même sexe, elle est surtout pratiquée par les couples hétérosexuels. On pense toujours maintenant, surtout au débat actuel, que c'est les seules personnes qui ont recours à la PMA sont les couples lesbiens, et c'est c'est vraiment le contraire. Je dis, c'est loin d'être le cas. C'est plutôt de l'ordre, j'ai dit des ordres très généraux, mais c'est plutôt 85% des personnes des couples qui pratiquent la PMA, c'est les couples hétérosexuels, et c'est une minorité dans ce sens-là, statistique, qui pratiquent la PMA, c'est des couples lesbiens. Donc, on verra comment ça a changé en Suisse, parce que je vous rappelle qu'en Suisse, c'est très cher pratiquer une PMA. En plus, c'est avec des donneurs non anonymes.
Donc, on verra aussi si les couples lesbiens vont tenter de pratiquer un PMA en Suisse ou vont continuer à aller à l'étranger, comme c'est le cas actuel. L'impact sur l'adoption par rapport à la nouvelle loi, donc les couples de même sexe auront aussi la possibilité d'adopter, et je dis la possibilité parce que ce n'est pas un droit, hein, donc je souligne que c'est une possibilité, je dis il y a cette possibilité légale, on ne sait pas, parce que c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. L'adoption nationale, même si elle est très minoritaire, elle va pas poser de problème, j'espère, en tout cas pour les services d'adoption. On verra comment ces services d'adoption, s'ils stipulent une égalité avec le couple hétérosexuel et le couple homosexuel. Mais ce qui va être plus, je pense, un peu plus restreint par rapport au couple hétérosexuel, c'est que l'adoption internationale, il y a beaucoup de pays qui refusent les candidats homosexuels comme parents adoptants. Donc on verra à ce niveau-là quelle va être la réalité à un niveau d'adoption internationale. Voilà. On ne peut pas s'imaginer un refus. Nous, on ne peut pas s'imaginer un refus parce que, disons que c'est une question de droit, c'est une question d'évolution historique de l'extension de l'égalité, des droits civils, etc. Donc, et tel que les choses se passent ailleurs aussi, pas qu'en Suisse, je pense que ça serait vraiment problématique pour la Suisse comme signal international par rapport que c'est un refus. C'est vrai qu'en cas de refus, ce serait une sacrée claque à quelque part, parce que tout le processus législatif qui a mené à construire cette problématique du mariage, la Suisse serait même la risée de l'Autriche et de l'Allemagne, puisque c'est bien parce que l'Allemagne et l'Autriche ont adopté un mariage pour tous que tout d'un coup les choses se sont relativement accélérées ici en Suisse. Et c'est vrai qu'au niveau de l'international, par rapport à la majorité des pays de l'Union européenne, la Suisse passerait vraiment pour sacrément rétrograde. Et je dois quand même avouer une chose, c'est que on n'est pas souvent rapide dans la législation en Suisse, parce qu'il faut toujours voir qu'il faut des compromis, il y a toujours la menace du référendum et des choses comme ça. Mais moi, j'estime quand même que la société civile, les citoyens et les citoyennes, sont souvent, dans la pratique, beaucoup plus progressistes que nos lois ne peuvent le transparaître par moments. Il a ajouté que dans le cas de refus, une chose très importante aussi, c'est la souffrance de beaucoup de personnes, en fait, la souffrance au quotidien des familles homoparentales, déjà, les couples de même sexe qui ont des enfants, que les enfants sont là et que voilà, qu'ils ont une vie quotidienne et c'est des familles comme les autres, mais la seule différence, c'est qu'elles sont moins protégées juridiquement, dont les enfants aussi sont moins protégés juridiquement, parce que par le seul fait de l'orientation sexuelle des parents. Et ça, je trouve ça une discrimination. Il y a un mépris institutionnel aussi. Donc, il faudrait vraiment remédier à cette situation.